Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Donc IFOCA Padour est ravi d'accueillir son fondateur en la personne de Jean Casanave, qu'il est inutile de présenter. Voilà, avec son confrère l'abbé Sébastien Idoy, ils ont cherché à dynamiser ce milieu rural par des formations, des conférences, des visites et des revues de presse. Voilà, pour connaître un peu le passé, comprendre le présent et bâtir l'avenir. Aussi, aujourd'hui, Jean va nous dire ce que nous sommes, nous, ces Béarnais. À vous, Jean. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez au fond? À peu près? Voilà, bien, je remercie IFOCA Padour de me donner l'occasion de prendre la parole dans mon pays d'origine, le Béarn des Gaves. Mais comme chacun sait, nul n'est prophète dans son pays. Et ce que je sais aussi, c'est que dans ce pays des Gaves, il y a un certain nombre de personnes beaucoup plus qualifiées que moi et qui en savent beaucoup plus que moi sur les Béarnais et le Béarn. Parler... bonjour messieurs. Il va falloir trouver des places. Ici, il y a une place. Une place devant. C'est la première fois depuis longtemps que dans une conférence de l'IFOCA Padour, il y a des gens qui doivent rester debout. Ils ne sont pas fatigués, les plus jeunes. Bon, alors je disais donc que je suis originaire de cette région, et que je savais qu'il y avait des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour parler des Béarnais et du Béarn. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte très vite. En plus, parler des identités des Béarnais au pluriel, à Sauveterre, où on est en train de remettre en valeur l'identité au singulier de la vache bernaise, c'est une gageure. Mais je vais essayer quand même de la relever. Je ne serais pas Béarnais si je ne prenais pas quand même quelques précautions pour vous dire d'abord que je ne suis pas un Béarnais pur sang, pur bio. Malgré le fait que la maison où je suis né figurait au recensement de Gaston Phébus, j'ai une grand-mère qui est à 50% basquaise. Mais je doute qu'il y ait beaucoup de Béarnais pur sang aujourd'hui dans le Béarn, mais tant mieux s'il y en a quelques-uns parmi nous. Donc, mon identité est quand même un peu double. Deuxième précaution, je ne suis pas un historien. Mes réflexions sur les Béarnais ne proviennent d'aucune étude savante, mais seulement de l'expérience de ces longues années où j'ai parcouru le Béarn, de l'Esquin jusqu'à Limbeil, et où j'ai pu confirmer ou infirmer ce que j'avais reçu à la naissance ou dans mon enfance, dans ce petit village au milieu de nulle part, où l'on se repose. Yassos. Il vient de Yachet, Yik Yachet sur les tombes. Ici repose. Jas, la Jas, Jos,
dans les Landes, Yassa, en Aragon, c'est le lieu du repos du sanglier, c'est le repère du sanglier, enfin, et d'autres animaux comme moi. Troisième précaution, je vais parler, comme vous l'entendez, je vais parler en français. On me l'a reproché. Et pas plus tard que ce matin, j'ai eu un coup de téléphone d'une radio qui voulait que je donne une interview demain matin en Bernais. Et j'ai refusé. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, comme beaucoup de mes contemporains, je ne pense pas Bernais, mais que je connais assez le Bernais pour faire la différence entre ceux qui pensent Bernais et ceux qui l'ont appris plus tard, car bien souvent, ils font comme moi, ils traduisent le français en Bernais. Et là, ça se sent tout de suite. Donc, je ne vais pas vous infliger ce que moi j'appelle mon patois. Quatrième précaution, cette causerie est un peu victime de son origine. En fait, on me l'avait demandé à l'usage des prêtres nouvellement arrivés dans le diocèse. Alors vous reconnaîtrez à certaines inflexions quelle était ma préoccupation lorsque j'ai rédigé ce texte. Voilà. Et enfin, dernière, si vous voulez, précaution, si à la fin de mes propos, vous vous dites « Enfin, je connais les Bernais », eh bien, tout de suite, allez relire la conférence dans le livre qui est affiché ou qui n'est plus, oui, là, ici. Vous aurez à peu près le texte que je vais vous donner, vous l'avez dans ce livre qui sera à votre disposition tout à l'heure. Ou alors demain matin à 8 h, vous écouterez France Bleu Béarn qui doit aussi m'interroger sur ce que je vais dire aujourd'hui. Voilà, la page de publicité étant terminée, nous allons passer à l'essentiel. Je vous disais, quand on m'a demandé de réfléchir un peu à ce sujet, on m'a dit « Tu essaieras de leur parler de l'âme bernaise ». L'âme avec un grand accent circonflexe. Et la première chose que je me suis demandé, mais est-ce que les Bernais ont une âme? Vous savez, au XVIe siècle, on se demandait si les Indiens d'Amérique avaient une âme. Et il a fallu un dominicain, Bartolomeo de las Casas, pour, dans la controverse de Valladolid, pour appuyer et dire qu'effectivement, ils avaient une âme. Vous savez que certains ont voulu comparer l'âme bernaise et l'âme basque. Pour eux, l'âme basque est fière, claire, énergique, sans détour, bien ancrée dans son identité. Par contre, disent-ils, toucher à l'âme bernaise, c'est enfoncer les doigts dans la partie la plus fuyante, la plus visqueuse, la plus tortueuse de ce qu'on peut appeler un Bernais. Et le vieil adage pourrait leur donner raison. Feaus y curtes, fidèle et courtois. Mais il suffit de laisser échapper une voyelle pour qu'elle devienne faus y curtes, faux et courtois. Alors vous comprenez pourquoi j'ai voulu changer le titre et on se contentera aujourd'hui donc les Bernais des identités plurielles. Pour aborder cet archipel
de l'identité bernaise, nous allons interroger, si vous voulez, d'abord la géographie, l'histoire, la terre, la maison, la politique et la religion. Mais rassurez-vous, ça sera succinct. Les leçons de la géographie d'abord. Elle est diversifiée, morcelée, mais jamais fermée. Une géographie dominée par une montagne, les Pyrénées. Montagne qui est devenue frontière après avoir été largement un lieu de passage et d'échange. Il suffit de se souvenir de la dernière guerre mondiale et même aussi de la guerre d'Espagne, avec ce passage des résistants et des clandestins. Cela, pourquoi elle était un lieu de passage? Parce que le Béarn, par ses alliances, avait su toujours se préserver des guerres. Et il pouvait servir de refuge et de passage, de porte de sortie. Une montagne percée par 3 vallées, chacune gardant sa particularité. En particulier, voyez ce fameux syndicat du Haut-Ossau. Notre coprésident n'est pas là, Simon Ambiel. Sinon, on y serait jusqu'à demain matin. Il vous expliquerait par A plus B toute cette particularité de cette terre qui se situe donc près de l'aéroport de Pau et qui est toujours propriété des Haussallois depuis le Moyen-Âge. Et gare à celui qui va y toucher. Donc, l'Ossau, la vallée d'Ossau, qui est ouverte, si vous voulez. La vallée d'Aspe plus sévère, et la vallée de Barétous plus riante. Ensuite, nous avons des coteaux qui s'avancent jusqu'au vieux pays, jusqu'au Vilbil, entrecoupés par de belles plaines fertiles et des gaves généreux. Et puis au centre de ce pays, il y a cette diagonale qui va de Naï à Puyo, en passant par Pau, Lac, Orthès, une vallée plus industrialisée, on en reparlera tout à l'heure, mais où se trouve encore une bonne partie des récoltes de maïs et de vignes. Cette géographie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est peut-être trop peu de parler d'un Bernais type. Il y a un Bernais rude dans les montagnes, un peu plus adouci dans les plaines, parfois bruyant comme un gave quand il est en colère, silencieux comme une terre en germination, fuyant comme les coteaux, et prêt à résister à tout quand il se sent bien entouré dans les murs de sa maison. Meste à casa. Ça, c'est une base, si vous voulez, de la culture des Bernais. Comment ces Bernais divers et variés se reconnaissent-ils dans une même appellation? On va le demander, si vous voulez, à l'histoire. Les leçons de l'histoire. Une histoire indépendante, mais toujours sous influence. Le Béarn n'a jamais été replié sur lui-même. Dès le XIIIe siècle, les vicomtes du Béarn participent à la Reconquista espagnole. Et c'est au XIVe siècle que Gaston Phébus déclare le Béarn souverain et indépendant. Une indépendance qui va survivre à peu près jusqu'à Louis XIII, qui va le rattacher à la France. Indépendance, mais en même temps convergence. J'en veux pour preuve ce symbole de la table des 3 rois, ce sommet au-dessus de l'Esquin où on nous dit que les rois d'Aragon, de Navarre et de France
pouvaient se réunir sans quitter leur territoire. Autrement dit, les Bernais peuvent rejoindre les autres sans cesser d'être eux-mêmes, à condition de le faire par le haut. Ce qui a grandement contribué à cette indépendance, ce sont les forts du Béarn, qui viennent de los fueros espagnols, du forum latin, c'est-à-dire ce corpus de coutumes juridiques propres au territoire. Grâce à ces forts auxquels les vicomtes juraient de se soumettre, et même les rois de France, les États du Béarn ont pu et ont su limiter ce pouvoir vicomtal. Et c'est à cause de cette particularité, peut-être, qu'on ne trouve pas de traces d'autonomisme béarnais. D'ailleurs, à qui demander une indépendance quand on a conquis Paris, n'est-ce pas? Toutefois, en Béarn, il subsiste une méfiance instinctive envers toute autorité extérieure qui voudrait s'arroger le pouvoir. On dit qu'un Bernais ne se découvre que devant Dieu. Alors nous avons un pays ouvert aux influences extérieures, et ceci grâce à la pratique de la transhumance, qui a mené les bergers à parcourir toute la région jusqu'en Gironde et au-delà. Donc, influence par la transhumance, influence par l'émigration des cadets, comme au Pays Basque, qui partaient vers les Amériques ou vers les îles, sans négliger non plus l'attrait de ces cadets vers les métiers des armes ou de l'administration. Influence aussi de la renommée de Pau, ville de villégiature pour les Anglais et autres Européens. Influence aussi extérieure du protestantisme. Et ici, dans notre région, nous savons comment il a été, qui s'est implanté de façon importante avec Jeanne d'Albret sur Orthez, ici, Sauveterre, Navarrenx, etc. Donc, une histoire longtemps indépendante, mais toujours plus ou moins sous influence. Les leçons de la terre, maintenant. Un patrimoine qui a su s'adapter. La terre bernaise nous parle de ces vallées d'élevage que je signalais tout à l'heure et qui bénéficient de cette transhumance en estive. Jean-Claude Escarin, ici, se rappellera cette fameuse soirée où j'avais fait venir un sociologue renommé à Arrête, après toute une série de conférences dans la journée. Et je vois encore Jean-Claude les mains dans les poches en train de lui brosser un tableau général de l'agriculture en Barétous. Et je voyais Bertrand Hervieux en train d'ouvrir les yeux de plus en plus au fur et à mesure que des propos de Jean-Claude, parce qu'il avait quand même un peu de mal à comprendre comment des paysans qui avaient 30, 35, 40 ou 45 hectares pouvaient encore vivre. Il a fallu à un moment donné qu'on arrête le débat pour lui dire oui, mais il faut qu'on vous explique que pendant tout l'été, il bénéficie des estives en montagne. Alors là, il a commencé à comprendre parce qu'il était un peu perdu. Voilà, donc l'importance de cette transhumance en estive. La terre bernaise nous parle encore de ces plaines qui étaient des plaines de polyculture jusque pratiquement dans les années 60 et qui ont connu la révolution du maïs américain. Les plus âgés comme moi ici se souviennent que lorsqu'on mettait le maïs français tout blanc dans la cendre le soir, dans la cendre du feu, la cendre bien chaude, on faisait des pétanches. Vous vous souvenez de ça, les pétanches? Alors,
le maïs français sortait, il y avait une petite corolle blanche, pas grand-chose. Mais quand le maïs américain est venu et qu'on l'a mis dans la cendre, ça faisait de magnifiques corolles blanches. Et nous, les gamins, on trouvait que le maïs américain vraiment avait beaucoup de valeur parce que notre pop-corn, n'est-ce pas, était valorisé. Alors, il y a eu là, donc cette arrivée de ce fameux maïs américain, enfin qu'on appelait américain, ensuite la mécanisation, hein, et aujourd'hui on assiste à une espèce de retour de la polyculture à cause des normes européennes qui demandent à ce que on occupe la terre aussi l'hiver. Cette terre bernaise, elle nous parle aussi de cette explosion, à tous les sens du terme d'ailleurs, de lacs. Pierre Tausia ici vous en direz des tonnes et des tonnes sur lac. Mais beaucoup de jeunes de ma génération sont entrés, comme on le disait à cette époque, dans le pétrole. Et je vois encore, c'est inimaginable aujourd'hui, je vois encore un autobus passer à Jas, s'arrêter sur la place publique, les portières ouvertes, et des jeunes gens montaient dans l'autobus, et ils étaient embauchés 1 heure après, en arrivant à Mourenx ou à Lac. Explosion de lac. Et c'est à cette époque que Pau a pris sa dimension actuelle. Pau, en 1936, comptait 46 000 habitants, et en 1970, 80 000. Cette terre bernaise, elle nous parle encore de ce brassage des populations qui s'en est suivi justement après l'explosion de Lac, ou l'expansion de Lac, et elle nous parle de tous ces fils d'agriculteurs qui sont devenus cadres dans l'industrie, tout en conservant ou en réhabilitant un logement dans le village ou à côté de la ferme d'origine. Et enfin, cette terre bernaise, malheureusement, nous parle aussi de cette diminution drastique du nombre d'agriculteurs. Gamin, j'ai connu 23 agriculteurs dans mon village, en comptant les 3 ou 4 maraîchers. Aujourd'hui, 3. Cette influence de la terre se traduit encore aujourd'hui, pour les plus jeunes, par une sorte de nostalgie de leur enfance, ou plutôt de l'enfance de leurs parents, une enfance perdue. Ou alors elle se traduit aussi par la renaissance de traditions culinaires ou de traditions festives locales. Mais pour d'autres, elle se traduit, cette influence rurale, par la décision consciente et libre de se réinstaller dans le pays, soit en prenant la suite d'une ferme, soit en revenant ici pour monter sa propre entreprise, etc. À l'image de cette terre et de ces animaux, je dis souvent que les Bernais sont des silencieux ruminants. Quand le français croit que qui ne dit mot consent, le Bernais sait très bien que le silence qui suit ou qui clôture la fin d'une conversation ou d'une réunion n'équivaut jamais à un consentement. Ça serait plutôt le contraire. Quand il a parlé, le Bernais n'a jamais tout dit. Quand il a entendu, il pense n'avoir pas tout compris. Alors, il rumine. Les leçons de la maison, la case, l'oustau, moins employé ici, la maison,
Je me souviens bien souvent quand, enfant, nous revenions d'une petite expédition, il y avait toujours quelqu'un dans la voiture qui disait, quand on voyait de loin la maison, et alors à casa casetto. Il y a dans ce mot case, c'est un peu intraduisible, c'est enfin chez nous, à casa casetto, parce que chez nous, c'est là où on est le mieux finalement. Quand on avait été faire quelques kilomètres autour, voilà, à casa casetto. Dans le mot case, il y a quelque chose aussi de la fierté de l'origine. Quand vous alliez voir un vieil agriculteur qui avait encore gardé quelques ceps de vigne et qui faisait son vin, Adar che vende bucop, et à qu'est-ce qu'il de case. Ce qui veut dire que les autres, vous pouviez faire toutes les analyses œnologiques que vous vouliez extraordinaires, ça ne valait jamais le fait que à qu'est-ce qu'il de case. Celui-ci, il est de la maison. Et la maizou a quelque chose d'affectif, de féminin, parce que dans la maizou, il y a la maille, la mère. Voilà. Les Tchéas au Pays Basque, c'est la même chose. Vous avez des pierres tombales au Pays Basque, gracieuse ou gachoucha, un tel, Etcheko Anderea, maîtresse de maison. Ce qui veut tout dire. Quand on disait que la femme était vraiment un élément tout à fait secondaire dans la civilisation agricole, mettons quelques points de suspension et vérifions bien. Etcheko Anderea, maîtresse de maison. Le droit d'aînesse, hérité des forts, dont j'ai parlé tout à l'heure, a fait en sorte que des petites propriétés ont pu subsister jusqu'à aujourd'hui. Entre parenthèses, ce droit d'aînesse était parfaitement inégalitaire, hein, mais cela a permis à ces exploitations de se maintenir. Le cadet avait le choix de rester au service de l'aîné ou de s'expatrier. S'il faisait fortune, il permettait à la maison d'accroître son potentiel. S'il végétait, il savait qu'il trouverait toujours gîte et couvert chez l'aîné, à condition de rester cadet. C'était implicite. Ce droit d'aînesse existait aussi pour la fille. Et cette fille devenait la dauna. Et Tcheko Anderea d'un côté, et chez nous, la dauna. Le culte de la maison reste vivant aujourd'hui chez les grands-parents, qui s'obligent souvent, qui s'obligent avec plaisir, à réunir la famille dispersée, famille des enfants ou des petits-enfants. Et vous voyez, jusqu'à ma génération, on nous appelait par le nom de la maison. La dernière jassoise qui ne m'a jamais appelé Jean Casanave vient de mourir. Elle m'a toujours appelé Yann de Bartolomé. Et quand quelqu'un lui demandait où habite l'abbé Casanave, etc., je ne connais pas l'abbé Casanave. Ah bon, je ne connais que Yann de Bartolomé. Bon, et puis s'ils avaient un quart d'heure à passer, elle leur expliquait beaucoup de choses. Bien. Mais voyez, on ne saura jamais quels déchirements furent causés aussi par la vente d'une maison ancestrale qui s'en va, avec toute une histoire de labeur, d'acharnement, et aussi la masse de frustration que l'héritage de cette maison a pu entretenir dans le cœur de ceux qui ont dû la laisser à l'aîné, ou celui qui était choisi comme aîné, car ça arrivait aussi. La maison landaise est ouverte, elle ne connaît pas de clôture. La maison bernaise est fermée. Elle me fait penser souvent au temple de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem, il y avait des seuils qu'on appelait des parvis. Dans la maison bernaise, c'est un peu la même chose. On pénètre petit à petit
dans l'intérieur. Et quand vous êtes admis dans le Saint des Saints, le Saint des Saints, c'est la cuisine. La cuisine parce qu'il y a le foyer et parce qu'il y a la pendule. Et quand de loin vous voyez une maison qui ne fume plus, où vous n'entendez plus la pendule, c'est que c'est une maison fermée. Donc, la cuisine était cette espèce d'intériorité, si vous voulez, dans laquelle vous étiez admis, mais à condition de le mériter un peu. Il faut prendre le temps avant d'entrer jusque dans la cuisine. C'était les leçons de la maison. Leçon d'une langue. Alors là, je marche sur des œufs. En langage de l'escar. Germo, que soit ire, allez, en latin, ire, allez, aesot. Moi, je dis, ye que suyanat aesot. C'est quand même pas la même chose. Donc, vous voyez, complexité de cette langue, mais qui permet quand même, qui fait en sorte qu'on puisse se comprendre. Cette langue bernaise, c'est une langue de paysan, un véritable joyau patrimonial pour celui qui a connu le Béarn avant les 30 Glorieuses. Mais le Béarn, ou le Bernais, n'a pas négligé pour autant le français. Gaston Phébus est l'auteur d'un ouvrage sur la chasse. Arnaud de Salette a traduit du français au Bernais les psaumes de David. Marguerite de Navarre a écrit son Heptaméron, 72 nouvelles, après son passage à Sarrance. Aujourd'hui, le Bernais local a du mal à admettre la langue occitane, mais on ne déclenche pas quand même une guerre pour autant. La langue bernaise nous a appris à parler autant par des images que par des concepts, autant par des paraboles qui laissent à l'autre le soin de décrypter le message, que par des démonstrations qui sont parfois un peu assommantes. Je me souviens d'un vieux de mon village qui sortait du bistrot avec une façon un peu chaloupée, n'est-ce pas, d'arriver chez lui. Il passait de droite et de gauche, et un voisin m'a dit « Aqueste cacarga de tuves », ce qui est incompréhensible pour ceux qui n'ont jamais chargé une charrette de foin. On avait ces charrettes où il y avait de grandes barrières, on appelait ça des cataves à l'île de Béarn. Si vous ne le chargiez pas, si vous ne répartissiez pas bien la charge, comme c'était des pays toujours un peu en pente, vous risquiez d'envoyer toute votre charge dans le fossé. Aqueste, cacarga de tuves. Ça voulait tout dire. C'était pas la peine de faire une leçon sur l'alcoolémie, n'est-ce pas, dans le village. Pour reprendre une expression attribuée à un de mes confrères, l'abbé Granger, je conclurai en disant « Les Bernais parlent 3 langues. Le français, le Bernais et le sous-entendu. » Voilà. Et là, je crois qu'on a compris beaucoup de choses quand on sait que le Bernais parle beaucoup par sous-entendu. Enfin, les leçons du religieux et du politique. Les Bernais, comme tous les ruraux, tous les terriens, sont sensibles aux religieux en général. Le religieux, c'est ce qui relie. Et donc, on a besoin de comprendre un peu le lien entre la terre et le ciel, entre les animaux et les hommes. On a besoin de beaucoup de symbolisme. Tout ça rentre dans le religieux. Ils sont sensibles encore aux rites
de la vie. Naissance, mariage, mort, et puis aux saisons. Dieu créateur veut dire encore quelque chose chez les plus anciens. Naissance, mariage, mort méritent encore, aux yeux des jeunes générations, une fête ou quelques gestes symboliques. Il faut savoir que les vieux Bernais ont été extrêmement marqués par la JAC, la jeunesse agricole catholique. Et je ne peux pas ne pas mentionner dans ce pays l'abbé Salabert, qui, originaire de Méritain, qui a beaucoup œuvré auprès de la jeunesse entre les deux guerres, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et qui a permis à de très nombreux jeunes Bernais de se former et de développer, disons, de se développer sur la vie personnelle et professionnelle. Et jusqu'à ces derniers temps, beaucoup de responsables d'organisations agricoles et de nombreux responsables politiques étaient issus des rangs de cette fameuse JAC d'autrefois. Cette imprégnation de l'action catholique chez les responsables de la société a permis de maintenir une espèce de code de bienveillance réciproque entre ces responsables-là, les élus locaux, disons, et le clergé diocésain. Les uns et les autres ont longtemps pratiqué une laïcité ouverte et accommodante. Et personnellement, je crois qu'il n'y a aucun intérêt à durcir certaines positions, parce que les uns et les autres, nous serons toujours perdants. Avant et après la Deuxième Guerre, les partis politiques issus de la démocratie chrétienne, en gros, ont été majoritaires dans notre département. Jamais les partis extrêmes ne se sont longtemps imposés, maintenus et imposés. Les Bernais n'aiment pas les extrêmes. Et cela d'autant plus qu'ils laissent volontiers aux autres la primeur des expériences nouvelles. Et ils ne les adoptent que lorsqu'elles ont fait leurs preuves. Alors on penserait qu'ils sont toujours en retard sur l'histoire. En fait, ils sont simplement prudents. Le Bernais, en général, est prudent. Enfin, l'argent. Les vieux Bernais, en général, sont économes. Le seul chapitre d'économie sociale ou d'économie tout court que j'ai appris dans mon enfance était le mot économie. Il faut faire des économies. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, c'était là, la formule. Les vieux Bernais ne parlent jamais de l'argent qu'ils gardent. Ce n'est pas la peine de leur poser la question de savoir s'ils ont quelques sous de réserve. Ils ne vous le diront jamais. Ils ne parlent jamais de celui qu'ils donnent non plus, qu'ils donnent volontairement. Ils ne regrettent que celui qu'ils sont obligés de donner par la loi. Celui-là, ils le regrettent. Par contre, leur dire qu'ils n'ont pas donné assez. Vous savez, ces phonings-là où on vous dit au moment du repas que vous devriez donner et que vous n'avez peut-être pas assez donné à telle ou telle association. Alors là, leur dire cela les vexe profondément. Et revenir à la charge est considéré par eux comme une insulte et un viol de leur conscience. Je conclus. Et c'est là que vous verrez le côté un peu clérical. J'ai entendu tout à l'heure que j'avais fait
topos sur le bonheur, où on parlait beaucoup plus de bonheur que de religion. Mais je crois qu'il y avait beaucoup de sous-entendus, monsieur Escarrin. Là-dedans. Conclusion. En fait, nous sommes aujourd'hui en présence de plusieurs populations et de plusieurs cultures. Les plus anciens, aujourd'hui, ont environ mon âge. Ce sont les descendants directs de la paysannerie ou de ces cadets entrés dans l'administration, l'armée, l'éducation nationale. Ceux-là ont bu la culture paysanne, j'allais dire, à la mamelle. Ils l'ont sucée au sein de leur maman. Ils ont connu la révolution silencieuse des campagnes, cher à Michel de Baptiste. Ils ont largement profité de ces 30 glorieuses. Ils se méfient instinctivement de ceux qui magnifient d'autant plus le passé qu'ils ne l'ont pas connu. Aucun n'a envie de revivre les années de leur enfance, même s'ils disent qu'ils ont été heureux. Ces vieux Bernais savent encore ce qu'est le sacrifice, le don de soi. Ils connaissent le vocabulaire qui tourne autour des valeurs humaines et chrétiennes. Ils sont sensibles encore à la doctrine sociale de l'Église. Ceux-là, je les appellerai des Bernais de sang, sans aucune relation avec un racisme quelconque, des Bernais de sang. Ensuite, il y a ce que j'appellerai des Bernais de souche. Ce sont ceux qui n'ont connu que les 30 glorieuses et l'industrialisation. Ceux-là tiennent à la campagne comme une sorte d'écrin d'une retraite qu'ils veulent la plus confortable possible, en ayant éliminé quand même tous les inconvénients de la vie rurale. Alors ceux-là sont sensibles plutôt à l'épanouissement personnel, à l'entraide familiale, à une certaine citoyenneté, à quelques rites religieux, mais à condition que tout ça ne demande pas un engagement suivi et durable. Ce sont des post-chrétiens, à mon avis les plus difficiles à évangéliser, parce qu'ils estiment l'avoir été suffisamment dans leur enfance et dans leur jeunesse. Des Bernais de souche, donc 30 glorieuses et industrialisation. Et puis il y a des Bernais de sol, ceux qui se sont implantés chez nous. Par souci d'intégration, ils animent beaucoup d'associations sportives, culturelles, paroissiales. Ils apportent leurs compétences innombrables, parfois avec un peu trop d'empressement, ce qui leur réserve quelques déconvenues. Mais ils revitalisent le tissu social des petits villages et des communautés de communes. Je me souviendrai toujours d'un monsieur qui était résident secondaire à Lesquin, très généreux. Et il regrettait profondément de n'être pas adopté comme un véritable Lesquinois. Et il se plaignait beaucoup de cela. Il avait tenté de s'insérer dans une liste municipale. Et un jour, il a croisé un de mes voisins et j'ai entendu la conversation. Et ce voisin lui a dit, écoutez, monsieur Untel, restez tranquillement chez vous. Parce que moi, je suis un Lesquinois pur jus. Et si vous saviez toutes les casseroles que je traîne derrière moi, alors si vous voulez vivre tranquille, restez chez vous et ne vous acharnez pas à vouloir être un Lesquinois comme les autres. Parce que vous savez, nous ne sommes pas ce que vous croyez. Bon, c'était une petite leçon de géopolitique, mais c'était un peu rude, disons, mais il y avait du vrai. Pas trop d'empressement.
Mais il faut dire que ces bernets de sol revitalisent nos villages qui, sans eux, seraient des maisons de retraite souvent en plein air. Parmi eux, quelques-uns quand même ont bâti une espèce de bulle écologique dans laquelle ils sont branchés sur l'univers entier, sauf sur les premiers voisins. Quelques-uns sont venus chez nous uniquement pour profiter de la tranquillité et du vert. Enfin, il y a les bernets dernière génération. Alors je ne sais pas comment les appeler. Les mondialisés, les hybrides d'urbanité, de ruralité, amateurs de conserves et de recettes d'antan. N'hésite pas à revenir le week-end chez la grand-mère pour faire quelques provisions. Mais ils ne vont pas toutefois jusqu'à savourer sa culture, à plus forte raison sa foi ou sa religion. Ce sont des générations où nous rencontrons finalement toutes les catégories de Français. Il y a les intégrés, il y a les désintégrés, les branchés, les débranchés, les clivés, les clivants, les paumés, les identitaires, les identifiés. Voilà. Ils se marieront ni à l'église, ni à la mairie. Ils ne refuseront pas le baptême pour leurs enfants, mais à condition que ça soit dans une petite chapelle bien rustique qui rappelle, n'est-ce pas, la maison des grands-parents. Ils ne fatigueront ni le maire ni le curé, ils n'en ont pratiquement pas besoin. Et voilà ce qui risque de compliquer la tâche des maires, des curés, des responsables d'associations, car très souvent, ils ignorent à peu près tout du Béarn et de son héritage culturel et religieux. Mais, moi je garde espoir. Je garde l'espoir parce qu'en prenant un peu d'âge, eh bien, je suis sûr qu'ils retrouveront la fierté de pouvoir se dire Bernais. Et je suis sûr qu'à partir de 50, 55 ans, quand ils regarderont un peu leur vie dans le rétroviseur et qu'on leur demandera quelque part « Qui êtes-vous, monsieur ?» Que soy Béarnais. Merci. Merci Jean. Je pense que de son dessous le sol, on aura pu se reconnaître. Est-ce que vous avez des questions, des éclairages à demander à Jean? Vous avez un petit moment? Pas trop. Je voulais vous demander ce que vous pensiez de l'expression proverbiale Cialo de Kiko, qui ressemble beaucoup à celle de Pindare, deviens ce que tu es, mais qui en béarnais, je l'ai très mal prononcé probablement, mais veut plus davantage dire deviens ce que tu te dois d'être. Par ailleurs, j'ai une autre question, puisque vous m'avez donné la parole, sur le culte qui a existé selon M. Lespy de la Sainte Clouque, qui m'a toujours étonné et que je n'ai vu personne jusqu'alors confirmer. La Sainte Clouque, la poule, qui était invoquée pour la pluie, pour les saisons, dans un rite très ancien. Sios lude kikao. C'est ça que vous vouliez dire. Sois celui que tu dois être. Ben, vous avez parfaitement traduit, c'est ça. C'est gamin, on nous a toujours dit, quand on allait quelque part, qu'on nous avait à peu près bien habillés, on partait, on nous disait, sois celui que tu dois être. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire?
pour les jeunes parents, ça voulait dire, en gros, tout ce qu'on t'a inculqué, eh bien, montre-le. Si vous les piquants. Sois celui aussi qu'on attend que tu sois. Sois celui que tu dois être.